Parlons maintenant du transport au niveau de l'anse du néphron. L'anse de Henle comporte 2 ou 3 branches ou segments, le segment grêle descendant, le segment grêle ascendant, et il faut savoir que ce dernier n'est pas toujours présent, et enfin le segment large ascendant. La partie descendante du segment grêle est hautement perméable à l'eau, mais elle n'est que très peu ou pas perméable à la plupart des solutés, et cette réabsorption compte pour environ 20% de l'eau filtrée. La partie ascendante, qui comprend à la fois le segment large et le segment grêle, est pratiquement imperméable à l'eau, mais elle constitue le siège de réabsorption active et passive des solutés. Dans le segment grêle de la partie ascendante, le Na+ suivra le gradient de concentration créé par la réabsorption d'eau dans le segment précédent, puis au niveau du segment large ascendant, le saint porteur Na+K+ de Cl- ou NKCC sera le moyen de réabsorption des solutés, notamment du Na+. Ce saint porteur dépendra essentiellement de l'activité de la pompe Na+K+ ATPase basolatérale, permettra de maintenir une faible concentration intracellulaire de sodium, permettant donc de créer un gradient favorable au déplacement passif du Na+ à l'intérieur de la cellule. Ce saint porteur est le site d'action des diurétiques de l'anse, c'est-à-dire des substances qui augmentent la diurèse, telles que le furosémide. Le segment large possède aussi des antiporteurs Na+H+, responsables de la réabsorption de Na+, et de la sécrétion de H+. Enfin, plusieurs cations tels que le magnésium, le calcium, le potassium ou encore le sodium seront réabsorbés au niveau de ce segment large ascendant par la voie paracellulaire, et ceci en raison de la légère charge positive de la lumière tubulaire par rapport au liquide interstitiel. Parce que bien que le cotransporteur NKCC déplace des quantités égales de cations et d'anions dans la cellule, il y a une légère fuite d'ions potassium dans la lumière grâce à des canaux potassiques spécifiques, notamment les ROMC. Ceci permettra alors de créer une charge positive d'environ plus 8 mV dans la lumière tubulaire. Cette charge positive poussera donc les cations à diffuser vers le liquide interstitiel à travers l'espace paracellulaire. Passons maintenant au transport au niveau du tubule distal. La première portion du tubule distal constitue la macula densa, qui forme avec les cellules granulaires et les mésangiocytes extraglomérulaires l'appareil juxtaglomérulaire. Et comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes sur le système urinaire, ces cellules de la macula densa sont des chimiorécepteurs qui assurent le contrôle rétroactif du DFG et du flux sanguin dans ce néphron. La seconde portion du tubule distal est contournée et présente essentiellement les mêmes caractéristiques de réabsorption que le segment large de l'anse de Henle. Les ions, notamment le sodium, le potassium et le chlorure, sont donc réabsorbés. Mais les molécules telles que l'eau et l'urée ne le seront pas en raison de l'imperméabilité du segment à ces molécules. Il y aura donc à ce niveau aussi une dilution du fluide tubulaire. Environ 5% du NaCl filtré sera réabsorbé dans cette portion, essentiellement grâce à un cotransporteur qui représente la cible des diurétiques thiazidiques, médicament utilisé pour traiter les troubles tels que l'hypertension et l'insuffisance cardiaque. Ce transport chlorure-sodium sera couplé à une sécrétion de K+ par un cotransporteur KCl-, et au niveau de cette portion aussi, on retrouvera la réabsorption de 8 à 9% du calcium filtré, une réabsorption qui sera contrôlée par la PTH en réponse donc à une diminution du calcium plasmatique. La PTH va augmenter le nombre de canaux apicaux de calcium, ainsi que les pompes Ca2+ ATPase et les échangeurs Na+ Ca2+ au niveau de la membrane basolatérale. La dernière partie du tubule distal ou le tubule distal tardif, ainsi que la partie corticale des tubes collecteurs, présentent des caractéristiques fonctionnelles similaires. Elles sont composées anatomiquement de 2 types de cellules, les cellules principales et les cellules intercalaires. Les cellules principales ont pour rôle de réabsorber l'eau et le sodium et de sécréter les ions potassium grâce à des canaux spécifiques à ces derniers. Ce transporteur constituera la cible des diurétiques épargneurs de potassium, qu'on appelle ainsi en raison de leur capacité à réduire la sécrétion de potassium dans la lumière tubulaire et finalement son excrétion. Les autres cellules,
les cellules intercalaires, jouent un rôle primordial dans la régulation acido-basique et elles sont divisées en deux autres sous-types, les cellules intercalaires de type A et les cellules intercalaires de type B. Les cellules intercalaires de type A ou alpha sécrètent des ions hydrogène par des transporteurs de type H+ ATPase ou H+K+ ATPase et en contrepartie, ces cellules réabsorbent des ions bicarbonate à travers la membrane basolatérale. Les cellules intercalaires de type B ou bêta ont des fonctions opposées à celles des cellules alpha et elles sécrètent donc des ions bicarbonate en réabsorbant les ions hydrogène durant l'alcalose. Donc pour résumer, au niveau du tubule distal tardif et du tube collecteur cortical, les membranes tubulaires sont presque complètement imperméables à l'urée. Les deux membranes réabsorbent les ions sodium et sécrètent des ions potassium et ce transport sera essentiellement contrôlé par des hormones, notamment l'aldostérone. Ces deux segments du néphron sont aussi imperméables à l'eau sauf en présence d'ADH, notamment qui permettra l'insertion d'aquaporine sur leur membrane apicale. Enfin, les cellules intercalaires A et B présentes dans ces segments permettent de réguler l'équilibre acido-basique du corps en sécrétant les ions hydrogène par des transporteurs actifs en cas d'acidose par les cellules intercalaires A ou en sécrétant les ions bicarbonate en cas d'alcalose pour les cellules B. Parlons maintenant du transport au niveau du tube collecteur médulaire. Les tubes collecteurs médulaires sont responsables de la réabsorption de moins de 10% de l'eau et du sodium filtré, mais ils représentent aussi le site final de traitement de l'urine et ils jouent donc un rôle primordial dans la composition urinaire finale. Les principales caractéristiques de ce dernier sont celles-ci. La perméabilité de ce canal collecteur à l'eau dépend elle aussi, comme pour le tubule distal et le tube collecteur cortical, de l'ADH. Par contre, ce canal est perméable à l'urée par la présence de transporteurs spécifiques qui permettent la diffusion facilitée de l'urée à travers les membranes apicales et basolatérales. Cette caractéristique est très importante parce qu'elle contribue à la formation d'une urine concentrée. Enfin, le tube collecteur médulaire est capable de sécréter des ions hydrogène contribuant donc lui aussi à l'équilibre acido-basique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me les envoyer sur les réseaux sociaux. Et à la semaine prochaine.